Bonjour à tous, merci d'être présents. Donc effectivement, maintenant, on va parler d'éco-conception de services. C'est encore un sujet assez nouveau que le pôle traite. Et vous allez voir, là, on va même changer de cycle de vie. Alors, pour être avec moi aujourd'hui, j'ai encore des Bretons. On a encore des Bretons aujourd'hui dans la salle. Donc c'est chouette, ils ont fait quand même le déplacement depuis Rennes. Donc c'est André Eludu et Lucie Massé qui représentent les conciergeries rennaises. On a Fleury Bugeaud aussi qui là nous vient du sud de Paris. Et puis Philippe Bajat de l'ADEME que vous avez vu tout à l'heure. Et là c'est de Angers, donc vous voyez on a du monde qui vient de loin. Merci à tous d'être présents. Alors je crois que oui, tu as un micro. Je vais laisser Philippe commencer, introduire cette table ronde, et puis on va continuer ensuite pour parler d'éco-conception de services et comment ça a été appliqué dans une entreprise. Oui. Merci Nadège. Oui, donc en deux mots, pour introduire et essayer de positionner les enjeux, les activités de service, d'après la Banque mondiale, représentent aujourd'hui de l'ordre de 50% jusqu'à 75% dans les pays développés, de 50% à 75% des produits intérieurs bruts. Donc ça donne une première idée de l'enjeu du sujet des services. De certaines statistiques françaises de l'INSEE évaluent à 1200 milliards d'euros le chiffre d'affaires annuel lié aux activités de service. Et ce qui est important d'avoir en tête aussi, c'est que dans ces chiffres-là, on est sur une vision peut-être même un peu restrictive de la notion de service, parce que les 1200 milliards, par exemple, ce sont simplement les services dits non financiers. Et on peut étendre la notion de service de façon plus importante encore. Donc c'est un sujet qui est effectivement très vaste. En ce qui concerne les données environnementales, on n'a pas grand-chose. Et une chose qui est sûre, c'est que les statistiques, par exemple, sur les émissions de gaz à effet de serre, qui évaluent à 12% des émissions de gaz à effet de serre les émissions liées au secteur tertiaire, ça concerne beaucoup des activités de service, mais évidemment, ça ne concerne pas l'ensemble des enjeux des activités de service qui elles-mêmes font appel à des impacts environnementaux liés au transport, liés aux industries manufacturières. On va voir ça lorsqu'on va vraiment rentrer dans le sujet du service. Donc on est sur un sujet à enjeu. La dimension environnementale est pas aujourd'hui abordée de façon vraiment fine. Donc il y a sans doute un besoin de préciser de quoi on parle et quels sont les impacts environnementaux qui sont associés. Et c'est un sujet, comme le disait Nadège, qui est un peu nouveau dans notre façon de l'appréhender. Et le pôle y travaille depuis quelques années, notamment sur des développements qui sont méthodologiques. Il est important quand même aussi d'avoir conscience qu'on ne part pas de zéro par rapport à ça, même si les concepts n'avaient pas été établis. Il existe des écolabels sur des activités de service depuis déjà quelques temps, que ce soit sur les activités de nettoyage, que ce soit sur les hébergements touristiques. Donc, on a un certain nombre de travaux qui sont déjà menés par rapport à ça. Et pour terminer ce propos introductif, on est aussi aujourd'hui sur un sujet où on a un certain nombre d'acteurs qui doivent apprendre à travailler ensemble, à se parler, à progresser ensemble. Je pense notamment à des acteurs qui sont les acteurs du design de service, les acteurs de l'offre de service, les entreprises qui proposent ces services, et évidemment les acteurs de l'évaluation environnementale et de l'éco-conception qui doivent s'adapter à ces métiers-là et faire de la pédagogie sur leur façon d'appréhender les enjeux. Donc tout l'intérêt de cette table ronde aujourd'hui, je m'en félicite, c'est que les différents acteurs soient là autour de la table pour parler de leur façon d'aborder le sujet sur cette thématique qui est vaste et qui pose des questions de façon un petit peu nouvelle. Merci Philippe. Effectivement, c'est un sujet vaste. Vous voyez les exemples que j'ai mis de la maintenance industrielle, l'installation, la réalisation d'installations électriques, on va dire, à de l'artisanat avec un coiffeur ou les services banque assurance. Et encore, c'est juste quelques exemples. Effectivement, les services, c'est quelque chose de très large.
Et je vais tout de suite passer la parole à André, qui va nous expliquer justement les services, parce qu'il y en a plusieurs quand même, les services qui sont donnés par les conciergeries rennaises. Donc, André Ludu, je suis rennais, donc un de plus. En fait, moi, j'ai 20 ans dans l'informatique et en 2009, j'ai choisi de changer complètement de voie puisque j'ai créé une conciergerie d'entreprise. Donc, la conciergerie d'entreprise, pour faire simple, c'est une société de services qui apporte un ensemble de prestations de la vie quotidienne aux salariés dans leur entreprise. Donc, on va de tout ce qui concerne le vêtement, service pressing, service couture, jusqu'à la livraison de paniers de fruits et légumes. En fait, c'est tout ce qui peut concerner le quotidien du salarié. L'objectif, c'est de faciliter sa vie, lui permettre de gagner du temps, pas forcément pour être plus productif, comme on entend souvent, hein, mais c'est tout simplement pour mieux vivre. Donc, nous, ce qui est important sur la partie concierge rennaise, c'est que on n'est pas là pour apporter des prestations, on est là pour répondre à une attente ou un besoin d'un individu dans son quotidien. Donc aujourd'hui, les conciergeries rennaises, on a débuté à Rennes, on est présent sur Quimper et Brest, et on est en train de voir pour s'étendre dans le sud-ouest prochainement, quoi. Donc voilà, donc que dire de plus je parle maintenant du projet, comment c'est Pour arrivé. commencer, oui, comment c'est arrivé? Donc dès l'origine, alors moi j'ai pas une, je dirais une connaissance très très pointue dans toutes les problématiques environnementales, etc. Donc je suis un citoyen lambda qui prend conscience de certaines choses et qui veut améliorer, qui veut apporter sa pierre à l'édifice, tout simplement, quoi. Donc, par contre, quand on a créé les conciergeries, la première chose, c'est qu'on est, je l'ai dit, on est tourné vers l'autre. Donc ça, c'est une chose qui est importante. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire attention aux personnes qui nous entourent. Il y a une notion de proximité qui est importante puisqu'on remet au goût du jour un métier qui existait par le passé, hein, qui est le métier de concierge, un petit peu nouveau, mais on est vraiment sur cette notion-là de proximité et de confiance. Donc, on avait ces deux, je dirais, thèmes présents dans la création. Et en plus, on est plutôt tourné vers, parce que je suis entouré de personnes qui sont aussi sensibles à ça, on est plutôt tourné vers l'économie locale, les produits bio, etc. Donc on a dès le début commencé là-dessus et petit à petit, on a voulu aller plus loin. Donc alors c'est seulement 10 ans après, parce que c'est 2019, où j'ai décidé de voir comment aller plus loin et comment embarquer finalement tout notre écosystème, puisque quand je parle de faire du pressing, c'est pas nous qui faisons le pressing, donc on s'appuie sur un réseau local et l'idée c'est d'embarquer tout le monde dans dans le même projet et pour tout simplement avoir je dirais j'aime pas trop la notion d'impact, mais c'est toujours, c'est tout simplement avoir une attitude un peu plus responsable, quoi. Il y a un effet un peu plus positif. Et un effet un peu plus positif. À travers ça, notre objectif, c'est non seulement d'embarquer notre réseau de prestataires, mais c'est également sensibiliser finalement les usagers du service à finalement quel est l'intérêt pour tout ce qui les entoure d'utiliser un service qui est mis à disposition par leur entreprise, en fait. Donc voilà, ça a commencé comme ça. J'ai rencontré une personne du collectif Appel d'air en 2019. On a fait une première réunion pour préciser finalement qu'est-ce que je souhaitais faire. Et après est arrivé le Covid, donc ça a reporté un petit peu. Et de fin 2020, donc on a organisé un Fab Lab avec nos clients, des personnes de nos connaissances et certains spécialistes, dont Nadège, qui est venu. Donc, on a travaillé là-dessus pour essayer d'identifier qu'est-ce qu'on veut faire et comment faire pour, de façon très humble, créer une éco-conciergerie. Donc voilà. Donc l'étape suivante, ça a été effectivement d'analyser notre impact
Et pour ça, je me suis tourné vers l'école des métiers de l'environnement Unilassal, qui est juste à côté de nos bureaux. Et donc, je vais passer la parole à Lucie, qui nous a rejoint en tant qu'alternante pour nous aider à travailler sur ces sujets-là. Bonjour, donc Lucie. Donc oui, voilà, je suis issue de l'EME, donc l'école des métiers de l'environnement, et qui a maintenant rejoint le groupe Unilassal. Et donc, j'ai intégré les conciergeries rennaises en tant qu'alternante en chargée de projet développement durable, mais du coup, qui s'est avéré se tourner vers l'éco-conception vraiment pour mesurer l'impact environnemental donc de l'activité des conciergeries rennaises et pouvoir y trouver des solutions, enfin pour maîtriser et ensuite améliorer tout ça. Et on vous présentera un tout petit peu plus tard dans la table ronde, justement, ce que ça a donné. Merci André pour cette présentation. Alors maintenant que vous voyez un petit peu quels services finalement sont amenés par la conciergerie, ce qu'on voulait aussi, c'est vous amener quelle est la définition des services. Qu'est-ce que c'est un service? Alors on va le faire à deux voix avec Florie. D'abord, on va commencer par faire cette différence entre les produits et les services. Un bien matériel, c'est matériel par définition. On le met sur une étagère, c'est stockable, il y a une durée de vie. Alors que du côté des services, on est plutôt sur des actions qui vont être qualifiées d'intangibles, même si par ailleurs, tout au long de la prestation de service, on peut avoir des éléments plus physiques, voire numériques pour faire un lien avec la première table ronde. Mais ça reste quand même des actions qui sont relativement immatérielles et qu'on a du mal à palper, justement. Et du coup, on a une durée de vie pour un produit qui peut être plus ou moins longue. Et la prochaine table ronde va justement expliquer comment rallonger cette durée de vie. Alors que du côté des services, on va être sur quelque chose de très ponctuel. On va vivre une expérience de service dans un univers, j'allais dire, spatio-temporel qui est quand même assez donné et assez cadré. Ensuite, un bien, on peut le poser sur une étagère, donc on peut le mettre dans un camion et le transporter, ou dans sa propre voiture et le transporter. Alors que les services, du coup, on est plutôt sur un lieu donné. Alors le lieu donné, il peut être changeant. On peut très bien, nous, en tant que clients consommateurs, se rendre du coup sur le lieu du service. C'est le cas si on reprend l'exemple du coiffeur de tout à l'heure avec Nadège. C'est le cas du coiffeur si je me rends chez le coiffeur. En revanche, il y a aussi des coiffeurs à domicile, donc le service peut aussi venir à moi et venir, en l'occurrence, chez moi. Quand on parle de produit, en général, on parle d'un produit à la fois, d'un bien à la fois. Donc on a un seul bien pour un certain usage. Alors parfois, quand on dit bien, ça peut être un système de produits. Une voiture, il n'y a pas juste un objet dedans, il n'y a pas juste un produit, c'est un système, c'est un peu plus complexe. Mais voilà, on va dire plutôt qu'on est sur un bien. Alors, et sur les services, du coup, on va être très souvent sur un ensemble de biens, comme je le disais tout à l'heure, tout au long de l'expérience de service qu'on va faire vivre à nos clients. Il peut y avoir potentiellement plusieurs objets. Alors, je reprends l'exemple du coiffeur. Ça peut être le fauteuil dans lequel je suis assis, ça peut être la paire de ciseaux, ça peut être la bouteille de shampoing, etc. Donc, on va avoir comme ça une multitude de ce que nous, on appelle, on va y revenir en design de service, des points de contact. Et aussi, du coup, des points de contact qui vont être plus numériques, qui passent par une application, par un site internet, par exemple. Pour un produit, on le conçoit. Et puis, une fois qu'on l'a conçu, il faut qu'il vive sa vie. Donc, du coup, l'évolution de ce produit, sa conception va être plus longue. L'évolution est plus longue parce que la conception est figée dans le temps à un certain moment. Alors que du coup, sur les services, on va être vraiment sur une évolution en permanence du service. C'est le cas entre deux prestations de service où on va être en capacité déjà d'améliorer des choses. Et c'est le cas même parfois pendant une prestation de service où on va vraiment s'adapter et répondre à un profil particulier de client et du coup modifier au fur et à mesure de la prestation finalement ce qu'on est en train de proposer. Ce qui nous amène à la dernière ligne. Un produit, il y a un certain standard. Alors pour un service… Voilà, pour un service, c'est quand même beaucoup plus compliqué d'avoir ce standard. On va être sur ce qu'on appelle là du micro-dimensionnement. Donc, on va être vraiment adapté et focalisé sur le besoin et sur les attentes de nos cibles qui peuvent être très variées. Et enfin, un bien, un produit, il a une fonction qu'on va pouvoir quantifier et qu'on va pouvoir mesurer.
Alors que sur les services, on va être plutôt sur quelque chose de qualifiable et non pas de quantifiable. On va avoir du mal à mesurer finalement des choses un peu tangibles. Donc on va être plutôt sur de la satisfaction, sur des éléments qui vont être plus intangibles mais qui apportent tout autant d'informations et de valeur du coup au service. Donc voilà les différences entre les biens et les services. Je te laisse peut-être faire le lien avec les services numériques. Oui, et du coup, ça va nous permettre de rebondir sur la table ronde de ce matin qui était passionnante sur la partie éco-conception numérique. On voulait mettre un point d'attention là pour justement s'assurer qu'on comprenne bien de quoi on parle quand on parle de service versus quand on parle de numérique. Quand on parle de service ici, on le voit plutôt d'un point de vue macroscopique. On va parler de système de service. On va être sur l'offre complète et l'expérience complète qu'on va proposer à nos clients. L'interface web, l'application, la partie numérique va finalement être un moyen au service du service pour pouvoir délivrer tout ou partie du service à nos clients. On a eu l'exemple ce matin qui était intéressant justement avec Stratosphère qui nous disait ben voilà, nous on propose en gros des espaces de stockage pour faire court, mais on a aussi un rôle dans la manière dont on va aussi accompagner nos clients vers la sobriété numérique. Et donc là on voit bien que le service qui est proposé par Stratosphère, c'est pas uniquement de l'espace de stockage, il y a vraiment une offre de service qui est plus globale, plus macro et qui dépasse le cadre très large du numérique. Et c'est cet ensemble-là, en fait, qu'on va essayer d'éco-concevoir, l'aspect numérique, mais aussi l'ensemble de l'offre, l'ensemble de l'expérience qu'on veut faire vivre à nos clients. Un dernier point aussi, on aime bien mettre un peu l'accent là-dessus, de ne pas confondre un service lui-même qui va être éco-conçu avec l'économie de la fonctionnalité qui, elle, amène un couple produit-service plus fort, et c'est l'idée de développer le service autour de la fonction d'un produit, et puis l'éco-solution d'un service ou d'un produit. Je prends toujours l'exemple du ramassage des déchets, la collecte des déchets. C'est une éco-solution, ça évite que les déchets soient jetés partout et on a bien vu ce que ça donne quand c'est pas fait. Donc du coup, ça c'est une éco-solution, mais cette éco-solution peut elle-même être éco-conçue. Donc attention, quand on dit un service éco-conçu, c'est vraiment que c'est le service lui-même, et on va en parler, qui est éco-conçu. C'est pas forcément sa solution. Donc c'était un petit point d'attention, et je voulais, puisqu'elle a commencé à parler, laisser Florie aussi se présenter. Oui, alors du coup, je fais partie de l'écosystème dont parlait Philippe tout à l'heure. Moi, je suis designer de services, donc je conçois des services, des systèmes de services, comme je le disais tout à l'heure, ou je reconçois des systèmes de services depuis environ une douzaine d'années. Comment j'en suis arrivée du coup à me poser la question de l'éco-conception des services? Eh bien, c'est venu finalement assez naturellement, d'une part par une forme de sensibilité personnelle à ces questions-là, par aussi le fait que les enjeux environnementaux se sont immiscés de plus en plus dans ma vie personnelle, en particulier, pour tout vous dire, en devenant maman. Et puis finalement, le constat d'un décalage quelque part entre mon métier qui était de concevoir donc du coup des services et finalement les solutions qui sont sous-jacentes aux services. Et puis du coup, voilà, cette sensibilité et cette compréhension des enjeux. Et puis finalement, j'ai découvert un chiffre clé qui m'a beaucoup marqué il y a quelques années. Ce chiffre clé, c'est le fait que 80% des impacts d'un produit ou d'un service sont identifiables dès la phase de conception. Et quand j'ai lu ce chiffre-là, ça a résonné forcément en moi en me disant finalement, cette phase de conception, c'est moi en fait qui la réalise. Alors pas toute seule, bien évidemment, puisque les designers, on travaille en équipe vraiment pluridisciplinaire et on travaille avec les métiers pour concevoir les services de demain ou reconcevoir des services existants. Il n'empêche qu'en tant que designer, ce chiffre de 80% m'a marqué. Je me suis dit finalement, oups, il y a quand même 80% des impacts des services que je conçois depuis 10-12 ans qui sont finalement à ma charge ou que j'aurais pu détecter, que j'aurais pu quelque part éviter ou au moins limiter. Donc ce constat-là, du coup, m'a amené à me poser la question de est-ce que finalement notre démarche de design de service, et on va y revenir tout à l'heure, elle est adaptée pour faire ça, elle est adaptée pour prendre en compte ces enjeux et limiter ces impacts. Et je me suis rendu compte que non. Donc voilà, donc il y a 1 an et demi maintenant, j'ai décidé du coup de créer ma société qui s'appelle Biwo et qui est vraiment dédiée à la question du design de service éco-responsable. On va y revenir tout à l'heure. Mon objectif, c'est vraiment maintenant de faire évoluer la démarche de design de service, de lui faire bénéficier de ce qu'est capable de faire l'éco-conception et puis d'autres éléments, par exemple, enfin, d'autres démarches comme le design circulaire, de la faire évoluer pour pouvoir du coup accompagner et les entrepreneurs et les entreprises dans cette démarche en se disant
Il n'y a pas que les produits qui s'éco-conçoivent, les services aussi, contrairement à ce qu'on pense, et malgré leur intangibilité, ont des impacts. Donc, il faut les éco-concevoir aussi. Et du coup, pour les éco-concevoir, il faut connaître leur cycle de vie. Et au début, c'était un petit peu compliqué aussi pour toi. Oui, c'était un peu compliqué parce que finalement, cette notion de cycle de vie, nous, en design de service, on ne l'a pas. On a plein de choses. On a plein d'outils merveilleux qui nous permettent vraiment d'explorer une problématique ou un service existant et puis d'aller creuser sur le terrain un certain nombre d'éléments sur le besoin. On parlait de besoin ce matin, c'était très, très vrai, le fait d'aller chercher le besoin réel finalement, pour aller ensuite jusqu'à l'identification d'un concept de service qui va bien et puis le concevoir, le maqueter, le tester, etc. Mais cette notion de cycle de vie, finalement, on l'avait pas. Alors, on s'est posé des questions. On s'est dit finalement, c'est quoi le cycle de vie d'un service? Et première option, on s'est dit, c'est peut-être finalement la somme des cycles de vie des produits qui sont sous-jacents au service, comme je disais, tout au long de l'expérience de service que je vais vivre. Mais finalement, ça marchait pas très, très bien. C'est vite compliqué parce qu'on peut se mélanger, en fait. Et puis, on n'arrive pas à hiérarchiser. On va prendre tous les cycles de vie de tous les matériels qui rentrent dans un service. Et ça peut vite être très compliqué, en fait, et très lourd. Donc du coup, au pôle, on s'est vraiment posé la question à se dire, mais il faut qu'on trouve une solution, il faut qu'on trouve autre chose. Et donc je travaillais avec Loïs Morera, qui n'est plus parmi nous, dans l'équipe du pôle, je veux dire. Voilà. Il est encore à Saint-Étienne, à la métropole. Et en fait, on a réussi à définir un cycle de vie pour les services. Et comme je travaille sur le management environnemental et dans l'ISO 14001, il y a une demande sur la perspective de cycle de vie. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont un service et qui savent pas trop quel cycle de vie utiliser. Et du coup, j'ai eu l'occasion de beaucoup le tester, ce cycle de vie, et ça fonctionne très bien. En fait, on part de cette première étape là qui est en haut, la promotion, l'accueil, la mise en relation. C'est un peu l'étape chef d'orchestre qui va nous permettre de comprendre ce qu'attend le client, de mettre en avant le service et de mettre en musique l'ensemble. Pour rendre un service, comme on vous le disait, il faut des biens matériels. Un service reste en réalité très matériel. Parmi ces biens, on va avoir soit des biens d'amortissement, donc il va falloir acquérir ces biens d'amortissement qui, eux, vont faire plusieurs fois des cycles de vie et qu'on va retrouver cycle de vie après cycle de vie. Et puis, on a besoin de biens qui sont consommables, qui, cette fois-ci, vont être utilisés quand même 2-3 fois. Le shampoing du coiffeur, on peut dire que c'est inconsommable, mais il est utilisé sur plusieurs cycles parce qu'il va permettre de laver plusieurs têtes. Mais ça reste inconsommable qu'il va falloir renouveler. Ensuite, évidemment, on a toujours l'étape de logistique, du stockage, du transport, qui intervient un peu entre toutes les étapes du cycle de vie dans les étapes. Voilà, ça dépend des services. Et ensuite, il y a la phase de prestation, l'étape de prestation elle-même, le moment où effectivement on rend le service. Et puis enfin, on a la fin de vie. Alors cette fois-ci, quand on parle de fin de vie de service, on a plusieurs étapes. On va avoir la fin d'un contrat, peut-être le renouvellement d'un contrat. Et là, on va revenir sur la première étape, l'accueil, la mise en relation. C'est ce moment de mise en relation, le moment où on fait la facture, où on dit merci à la prochaine fois, où on renouvelle son contrat, etc. Et puis, on a l'entretien du matériel qui va repartir dans d'autres cycles de vie. Lui, il va falloir le maintenir et l'entretenir. Et on va gérer la fin de vie des consommables qui, eux, s'arrêtent là. Et du coup, il va falloir gérer cette fin de vie. Donc, en fait, quand on utilise vraiment ce cycle de vie, ça nous permet de voir que il nous permet de vraiment hiérarchiser les enjeux environnementaux dans un service. Parce qu'on a une multitude de biens et ça nous permet vraiment de vérifier où sont les enjeux principaux. Alors, pour illustrer ça, je vais donner justement la parole à Lucie, qui a travaillé sur l'évaluation environnementale et donc le cycle de vie des conciergeries rennaises. Voilà, donc finalement j'ai suivi le modèle du cycle de vie du service. Donc avec la méthodologie de Nadège, j'ai pu donc il y a une grande phase de récolte de données pour connaître identifier tous les flux finalement de toutes les étapes du cycle de vie de service. Donc c'est un travail vraiment de précision et après ça permet d'avoir une vue d'ensemble et vraiment de se rendre compte de l'ensemble des flux qu'on a par étape et de voir finalement que aussi au niveau des étapes, il y a des quantités de flux qui sont différentes. Donc par exemple pour la promotion, l'accueil et la mise en relation,
au sein des conciergeries RNS. Donc, il y a tout ce qui est contrat avec les entreprises, des logiciels spécifiques pour pouvoir échanger avec les différentes parties prenantes. Il y a également des sites internet et des supports après de communication comme les kakémonos et les affiches plastifiées. Concernant les acquisitions d'amortissement, donc il y a après des flux, on va dire qu'on ne maîtrise pas forcément toujours, puisque par exemple pour les conciergeries RNS, donc les bureaux n'appartiennent pas directement aux conciergeries RNS, mais c'est loué au département et à la mairie. Donc l'ensemble de ces flux locaux après donc sont pas forcément directement gérés, quantifiables précisément par les conciergeries RNS, mais par contre il y a quand même des flux comme le matériel informatique, le matériel de bureau, les différents casiers qu'on peut retrouver en entreprise, donc pour pouvoir apporter le dépôt des affaires, et les véhicules qui là sont maîtrisables totalement par les conciergeries RNS. Ensuite, donc, il y a l'acquisition de consommables. Donc là, par contre, la maîtrise est plus importante et ça dépend aussi donc de l'habitude de consommation, on va dire, des personnes, enfin des parties prenantes. Donc il y a les sacs réutilisables, le carburant qui est utilisé donc on le verra par la suite pour la logistique, tout ce qui est ensuite papier, encre, énergie pour les prestations et donc l'énergie de façon globale pour le bâtiment également. Et donc pour la partie logistique, il y a les transports. Donc là, c'est tous les kilomètres parcourus. Donc c'est quand même, on le verra par la suite, une partie assez majeure et importante du cycle de vie des conciergeries rennaises, puisque donc pour le métier finalement de concierge, il y a besoin de se déplacer en entreprise et aussi de faire des kilomètres qui peuvent être réalisés pour aller après chez les prestataires, parce qu'il y a vraiment, au niveau des parties prenantes, c'est vraiment important, assez large. Il y a donc les prestataires, il y a plein de collaborateurs, donc il y a les prestataires, il y a en interne les conciergeries rennaises et en plus, donc il y a les entreprises dont font partie ensuite les salariés aussi. Pour la partie donc prestation, donc là ça rejoint le cœur de métier des conciergeries rennaises, donc c'est les permanences en entreprise. Donc il y a différentes fréquences selon les entreprises. Après donc des kilomètres qui peuvent différer selon l'entreprise dans laquelle on se rend. Il y a également donc le traitement des demandes des usagers, les commandes et la relation avec les prestataires de services, etc. Et enfin, donc pour la dernière étape du cycle de vie du service, il y a tout ce qui concerne donc l'entretien des véhicules. Ensuite, en interne, dans les conciergeries rennaises, il y a tous les déchets de bureau qu'on peut pas maîtriser par contre dans les entreprises clientes, on peut aussi après l'identifier un peu chez les collaborateurs et parties prenantes, mais on ne pourra pas le maîtriser de la même façon qu'on le maîtrise en interne. Et donc ensuite, il y a également l'entretien et la fin de vie des kakémonos, des affiches et de l'imprimante. Et la dernière étape, qui est vraiment la conception du service cette fois-ci. Tout à fait. Donc là, il y a la recherche des prestataires de services et l'organisation des permanences. Donc là, il y a toute une réflexion à avoir aussi pour minimiser justement l'impact environnemental et donc dans des solutions qu'on peut identifier aussi pour la recherche des prestataires des services, c'est de réfléchir, comme on l'a vu précédemment finalement avec Auchan, de faire aussi des éco-sélections, enfin des fiches critères qui permettraient de choisir des prestataires qui prennent en compte dans leur fonctionnement l'impact environnemental et qui font en sorte de le réduire. Et ensuite, donc, avec ce cycle de vie, tu as pu évaluer. Voilà, tout à fait. Donc, on a pu, donc suite à toute cette récolte de données, identification des étapes et des flux du cycle de vie de service, on a pu finalement quantifier par un score unique en utilisant finalement un outil qui contient une base de données environnementale, donc ça s'appelle Equalizer, donc qui contient des données selon finalement les flux qu'on a pu identifier. Donc ensuite, on peut les changer avec les quantifier. Et donc on se rend compte pour les conciergeries rennaises, même si finalement l'étape de logistique était celle qui représentait le moins de flux, c'est celle qui se retrouve à être la plus importante et la plus impactante du point de vue environnemental. Et ça s'explique du fait qu'on regardait vraiment en interne sur le fonctionnement et le cœur de métier finalement des conciergeries rennaises. Donc avec tous les déplacements, donc on retrouve bien évidemment la logistique en point le plus impactant. Merci Lucie. Je pense que c'est clair. On voit bien où est l'impact. Bon, il n'y a pas une grande surprise non plus. On se doute que quand on fait des kilomètres, forcément, c'est là où c'est impactant. Mais il faudra creuser la partie prestation et on va le voir par la suite. Mais avant, on va voir un petit peu qu'est-ce que c'est le design de service
quel est le lien avec l'éco-conception justement avec Flory? Alors, le design de service, alors il y a plusieurs définitions, on va dire, qui existent. Si tu peux passer, merci. Il y a plusieurs définitions qui existent. Pour la faire courte, c'est une démarche qui nous vient du coup du design centré utilisateur. On parlait de design thinking sur la première table ronde du coup ce matin avec Stratosphère et puis avec Tribal. Justement, voilà, c'est une démarche qui découle un petit peu de la philosophie du design thinking, qui veut du coup qu'on soit vraiment centré, orienté sur l'humain finalement, que ce soit le client, l'utilisateur, l'usager, peu importe. On va se centrer sur l'humain et on va avoir dans le cadre du coup des services une démarche du coup qui va en permanence de la problématique initiale jusqu'à la conception finale du service et à sa mise en industrialisation et son lancement commercial. On va avoir ce regard centré sur l'humain. C'est une approche et une démarche du coup qui se veut multicouche parce que du coup elle adresse le service à la fois du point de vue justement du client, de l'utilisateur de ce service, mais aussi elle va regarder ce qui va se passer plutôt en interne pour le coup dans l'entreprise qui rend ce service et elle va même aller jusqu'à aller regarder ce qui se passe chez les partenaires. C'est une approche aussi qui se veut multidimensionnelle. Alors c'est un point qui est très important. Je parlais de système de service tout à l'heure. Et en fait, on va, nous, designers de service, avoir un regard multidimensionnel dans le sens où quand on conçoit un service, on va le concevoir sous toutes ses dimensions. Sur l'aspect spatio-temporel dont je parlais tout à l'heure, où et quand va-t-il être délivré, avoir lieu. Sur l'aspect physique, on l'a vu à travers du coup les biens, les objets tangibles qui vont être sous-jacents au service. Sur l'aspect aussi numérique, on l'a vu quand il va y avoir une patte numérique au service, une application, un site web ou autre, un logiciel. On va avoir aussi par exemple les dimensions sociales qui peuvent entrer en ligne de compte, juridiques même parfois, et puis aussi économiques. Parce qu'on va avoir aussi à imaginer et à concevoir le modèle économique associé du coup à ce service. Et donc à créer la future offre de service ou à recréer une offre de service dans le cas d'un service existant. Et il y a une dimension, vous avez peut-être remarqué que je n'ai absolument pas parlé de la dimension environnementale, tout simplement parce qu'elle n'est pas ou très peu prise en compte à l'heure actuelle dans le design de service. Elle est prise en compte de manière très ponctuelle et très partielle par les designers qui, comme moi, du coup, ont une forme de sensibilité à ces enjeux-là et se disent finalement, mince, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? À quel moment de ma démarche je vais pouvoir réfléchir à ça? Le problème de prendre cette question de l'intégration de l'environnement au design de service par ce bout-là, c'est que finalement, on ajoute une dimension de plus aux très nombreuses dimensions qu'on regarde déjà en design de service. Or, si on l'ajoute comme une dimension de plus, le risque, c'est que ce soit un petit peu la dernière roue du carrosse, puis que finalement, en cours de conception, on se dise, ah mince, et oui. Et l'environnement là-dedans, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et puis on n'a pas les outils finalement en design de service. Je disais par exemple, on n'avait pas connaissance de ce que c'était qu'un cycle de vie jusqu'à présent. Donc, ce que moi je propose dans du coup la refondation et la reformalisation de la démarche de design de service, c'est de faire de cette dimension environnementale non pas une dimension supplémentaire, mais en fait un des fondamentaux. Et du coup, de regarder toutes ces couches du service, tous ces biens, ce que j'appelais des points de contact, et aussi toutes les autres dimensions au regard de l'environnement, au regard des enjeux qui vont avec. Donc ça, c'est un point qui est vraiment très, très important. Et du coup, forcément, j'en viens à critiquer finalement le fondement actuel du design de service. Je vais pas me faire des amis chez les designers, mais du design de service et puis plus globalement de l'UX design. On en parlait aussi tout à l'heure, toutes ces démarches qui sont centrées utilisateurs, parce que ce sont fondamentalement des démarches qui sont anthropocentrées, forcément. On va vraiment aller regarder quel est le besoin, les attentes, les frustrations, les craintes de nos clients ou futurs clients, essayer de cerner un petit peu leur profil. On parlait de persona aussi ce matin, pour pouvoir apporter du coup une réponse d'un point de vue service qui soit cohérente. Sauf que à trop être centré sur l'humain et sur ses besoins, on en oublie que du coup les services ont un impact et qu'on fait face aussi à des contraintes et à des limites planétaires, biodiversité qu'on prend pas en compte à l'heure actuelle. Donc tout l'objet du coup de notre travail, c'est de rapprocher éco-conception et design de service parce qu'on a mutuellement des démarches, des outils, des méthodos qui sont complémentaires du coup pour pouvoir adresser cette question-là. Et ce rapprochement-là, finalement, et on utilise, moi j'utilise aussi pour ma part des outils qui viennent du design circulaire, mais qui est très centré produit à mon sens aussi, donc c'est là où c'est intéressant d'aller plus loin. En fait, ces rapprochements-là vont nous permettre et vont permettre aux entreprises du coup qui se lancent dans ce genre de démarche, finalement de se différencier.
par rapport à leurs concurrents en particulier, parce qu'elles vont avoir une démarche qui est à la fois anthropocentrée, mais à juste dose, je dirais, mais aussi du coup qui prend en compte cette dimension environnementale, qui fait attention, on l'a dit tout à l'heure, aux aspects climatiques, aux aspects de biodiversité, etc. Et c'est vrai à la fois pour des entreprises de services, on le disait tout à l'heure en introduction, donc très tertiaires, banque, assurance, éducation, santé, comme des entreprises qui vont être plus industrielles et qui vont vouloir former des couples produits-services, de la location, de la réparation ou des choses comme ça. Et puis pour finir du coup, c'est une démarche qui est très récente et du coup je suis très heureuse qu'on puisse vous en parler aujourd'hui. Et je remercie à nouveau le pôle, la Cité du Design, de nous permettre aussi d'en parler et de diffuser l'existence de cette démarche et la nécessité de regarder les services sous cet angle-là. C'est une démarche qui se veut originale et expérimentale et justement, on a expérimenté avec les conciergeries rennaises une partie de la démarche. Tout à fait. Merci Florie. Et en plus, tu sens dans la communauté des designers qu'il y a une attente. Oui, tout à fait. Il y a cette sensibilité-là, comme dans le reste de la population, est de plus en plus présente. Il y a une prise de conscience de ce 80% dont je parlais tout à l'heure. Et donc, j'œuvre aussi pour diffuser auprès des designers un maximum cette approche. Alors, on va essayer d'aller un peu plus dans le concret aussi. Enfin, on était déjà dans le concret sur ce que nous a expliqué Lucie, mais là, vous montrez un peu ce qu'on a commencé à travailler. Alors, c'est un début de démarche, en fait, dans les conciergeries rennaises. Alors, ça se matérialise par des tableaux un peu dans tous les sens. Je vais vous laisser les commenter. Il faut faire attention d'un petit peu moins de temps que ce qu'on avait prévu. Ouais, je vais juste laisser Lucie commenter puisqu'elle a plus travaillé que moi sur ces sujets-là. Moi, par rapport à ce qu'on a entrepris, déjà, on est en début de projet, quoi. On est vraiment sur la phase où on analyse finalement nos processus, nos métiers. Et l'objectif, c'est de trouver les points effectivement de contrainte et de voir qu'est-ce qu'on met comme action concrète derrière pour améliorer notre impact. Moi, je dirais ce qu'a apporté le travail qu'on fait là, c'est que on est une petite structure, on est 8, et souvent dans les petites structures, on peut avoir plein d'idées, mais on a du mal à se structurer en fait. Et pourtant, je suis d'une formation plutôt scientifique, donc en théorie un peu plus structurée, et on s'aperçoit qu'avec le quotidien, en fait, on part dans tous les sens. Et on peut avoir les super idées, mais parce qu'il y a autre chose qui arrive, et ben tiens, je pars à droite, à gauche. Et le travail qu'on fait là, ça nous permet de mettre à plat finalement notre structure par rapport à nos processus et en interne, mais également par rapport à nos clients. Et derrière, ça doit nous permettre effectivement d'avoir une démarche beaucoup plus structurée et se dire, OK, on a identifié, Lucie va dire, je crois que c'est 4 points sur lesquels on doit travailler et on va s'attacher à travailler sur ces 4 points et pas partir dans tous les sens en fait. Donc je vais laisser Lucie commenter les résultats. Tout d'abord, je vais laisser Florie un peu expliquer globalement. Ouais, merci. Juste en introduction du coup et rapidement. En fait, alors le but n'est pas que vous puissiez lire les tableaux, c'est simplement pour illustrer en fait la manière dont on a utilisé des outils, des méthodos qui viennent plutôt du design de service, mais qu'on a tordu du coup, auquel on a rajouté un certain nombre d'éléments pour être en capacité, alors après le travail qui avait été fait sur le cycle de vie, d'avoir là un regard, une autre perspective, un autre angle de vue sur du coup la question des impacts de l'offre des conciergeries rennaises, avec ce regard plutôt centré sur le service d'un point de vue, du point de vue en se mettant à la place des clients finalement des conciergeries rennaises. Voilà ça. Et donc aussi, ce qui a permis cette nouvelle étape, c'est que donc précédemment avec l'évaluation environnementale, on a pu voir où étaient les flux en interne les plus, au regard de l'activité vraiment des conciergeries, où étaient les impacts les plus importants. Donc, ça a déjà permis d'avoir une première réflexion sur toutes les pistes d'amélioration possibles. Et ensuite, ce qui a permis finalement cette deuxième partie, donc l'éco-design du service, ça a été, premièrement, donc comme vient de l'énoncer Florie, de vraiment voir quel était de cibler toute l'activité, de mettre le nom sur les valeurs, sur les cibles, sur les missions, etc. de la conciergerie rennaise, et ensuite de faire l'étude de tous les profils finalement tous les profils cibles, on va dire, pour pouvoir répondre à leurs craintes, à leurs envies, à leurs besoins, etc. et avoir une réponse adaptée en produit, en service. Et par rapport à ça, ensuite, donc il y a eu toute la description finalement là, donc du point de vue action client, toute la description de leurs étapes, de leur action avec les conciergeries rennaises. Et donc, ça a permis d'identifier tous les moyens et ressources nécessaires à ces actions-là et donc particulièrement aussi de voir les impacts environnementaux et économiques de ces actions-là.
Donc, on a pu, donc après, il y a eu la réflexion, enfin la prise en compte, donc la reprise de tous les impacts environnementaux, et ils ont pu être quantifiés. Et enfin, il y a eu des questions sur comment résoudre ces impacts environnementaux, et donc on a pu aussi les quantifier grâce à la viabilité. Enfin, finalement, ce travail a permis de hiérarchiser et de prioriser les questions environnementales les plus importantes, et donc les pistes d'élaboration des pistes d'éco-conception, pardon, à appliquer en priorité. Est-ce que Florie, tu veux réagir sur aussi cette démarche, l'avant-après, on va dire, comment on va aller plus loin ensuite? Ouais. Là, ce qu'on voit effectivement, c'est que c'est un morceau finalement de la démarche, sachant que les conciergeries avaient déjà bien travaillé sur le sujet et bien exploré le terrain. Sur la démarche de design de service, pour aller plus loin, du coup, on va vraiment aller après dans une phase quelque part de reconception du service. Maintenant qu'on a repéré dans les différents parcours et expériences qu'on propose aux clients selon les différents profils où sont les impacts, on va essayer de voir comment on peut les minimiser et finalement reconcevoir ces expériences, d'une part pour mieux répondre aux attentes de ces différents profils clients, mais aussi du coup pour minimiser les impacts. Donc ça, c'est la suite du projet, cette phase de reconception, du coup en vue d'aller vers une éco-conciergerie, comme le disait André tout à l'heure. Merci à tous. Une petite précision, on est, comme on disait, sur quelque chose d'un petit peu expérimental, et on a la chance de bénéficier quand même, il faut le dire, de financement de l'ADEME là-dessus. Un petit financement, mais un financement qui est un premier pas et qui permet justement d'avancer et qui est important parce que c'est celui qui va nous permettre de continuer et d'aller sur la suite. Donc c'est important de le citer parce que c'est aussi ce qui permet d'enclencher une démarche. Et du coup, Philippe, je te laisse conclure la lourde tâche de conclure cet atelier avec tout ce qui s'est dit. Rapidement. Enfin, moi, ce qui me paraît important dans toute l'approche que vous avez mise en œuvre, c'est cette question qui est clé, qui est celle de la formulation du service que l'on cherche à rendre. Vous êtes attaché à vraiment formaliser, nommer précisément le service pour pouvoir du coup identifier les leviers environnementaux sur lesquels vous avez les moyens d'agir. Alors la première approche que vous montrez, faire sortir les transports, mais ce serait autre chose pour un autre service. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est de aussi, et tu l'as évoqué, Nadège, de s'intéresser aux impacts indirects liés non seulement à l'activité de l'entreprise qui propose le service, mais notamment aux impacts qui sont liés aux prestataires auxquels elle fait référence. Un peu comme sur les bilans gaz à effet de serre, on a commencé à s'intéresser aux émissions de l'entreprise, puis aussi après à ces émissions indirectes. Et toutes les entreprises de services, je pense qu'il est important de bien prendre en compte le fait que non seulement on peut diminuer ces impacts, mais également on peut avoir ce rôle de prescripteur en direction des fournisseurs, parce que au fond, peut-être que dans l'activité de conciergerie que vous avez, peut-être que dans d'autres dimensions de services liés, je sais pas quoi, aux banques, à la santé ou autres, les enjeux, les leviers ne sont pas forcément dans la main de celui qui s'empare de la question, mais dans la main des gens avec qui il travaille. Et tout l'enjeu est d'arriver de faire en sorte que, en commençant par travailler sur nos leviers, on incite ceux qui ont des leviers peut-être plus importants à les actionner également pour que, au bout du compte, le service dont bénéficie le client soit à moindre impact. Par rapport à ça, en fait, comme je l'ai dit au début, le but n'était pas de faire un projet juste pour les conciergeries. En fait, nous, on a un écosystème, donc on a nos clients, on a notre activité, et ensuite on s'appuie sur un réseau de prestataires qui est relativement nombreux. Et l'objectif, c'est d'embarquer tout le monde, en fait. Alors après, il y a des questions qui se poseront, des choix qui devront être faits. Est-ce qu'on reste avec des prestataires avec qui on travaille depuis plusieurs années, mais qui n'ont pas la volonté d'aller plus loin? Effectivement, il y aura des choix importants à faire. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un écosystème qu'on embarque, et puis effectivement, c'est de travailler avec tout le monde sur ces problématiques-là, en fait. Et effectivement, c'est pas nous seuls qui avons un impact important. Avec juste une précision, c'est que malgré tout, on est sur un réseau de prestataires. Ce sont souvent des indépendants, des petits prestataires, quoi. Donc avec effectivement le temps, comme on disait, le cordonnier, si on lui demande de faire quelque chose, ça veut dire qu'il est tout seul, il ferme sa boutique pendant ce temps-là, il travaille pas, quoi. Donc c'est effectivement à notre charge d'essayer
d'étudier pour lui des nouvelles solutions, de lui apporter de la connaissance, etc., quoi. Donc c'est vraiment un travail collaboratif et en fait il faut qu'on embarque tout le monde en fait. Et je crois que c'est vraiment le maître mot. Alors c'est très fort dans l'éco-conception de service. On est sur embarquer toutes les intervenants dans le service. C'est vrai dans l'éco-conception en général. L'idée, c'est qu'on est sur une discipline qui est transversale, pluridisciplinaire, transdisciplinaire, et on essaye d'embarquer un peu tout le monde. On l'a vu avec Auchan aussi tout à l'heure. Finalement, un distributeur, c'est un service de distribution et qui essaye d'embarquer tout son écosystème. Je voulais juste vous donner 2-3 petits points. On a commencé à écrire, à réfléchir, à poser les choses au pôle. Donc, on a un guide éco-conception de services qui va sortir en juillet. Et on va ouvrir un nouveau module de formation avec Florie qui est vraiment sur le design de service et l'éco-conception. On a déjà un module sur l'éco-conception de service qui est une première introduction, on va dire. Et puis là, on va aller un peu plus loin. Donc là, on fait un premier module le 5 juillet. Et puis, ouais, voilà, j'avais noté quelques points en plus. Et puis, on a un ouvrage qui va sortir avant la fin 2022. Et là, c'est Florie qui écrit. On le réfléchit ensemble, mais c'est vraiment Florie qui écrit. Ce sera aux éditions du Pôle et ce sera avant fin 2022. Je crains qu'on n'ait pas bien le temps de prendre des questions, hein. Mais on va passer à la table ronde suivante. En tout cas, merci pour votre écoute.